Un meilleur deal, c'est quoi? Un meilleur deal, c'est un deal où on peut créer le plus de valeur. Le deal où on peut créer le plus de valeur, c'est pas forcément le deal sur une société qui croit le plus à l'entrée. Nous, comme on aime dire, we don't buy growth, we build growth. Et on buy cash. Il y a des fonds qui pensent que il faut grossir les AUM, il faut faire plein de stratégies différentes. Ils ont certainement raison par rapport à eux, pas par rapport à nous. Nous, on pense que c'est tout à fait possible de toujours retourner 2,5 fois l'argent. Je parle en brut, hein. Donc ça fait du 2,2, 2,3 en net à peu près. Si on suit ces règles assez basiques, on fait 2-3. Avant de poursuivre cet épisode, je voudrais vous présenter Sapiens, qui est à l'origine du podcast Just Focus. Sapiens, c'est un family office nouvelle génération qui permet à ses investisseurs d'avoir accès à la fois à du conseil patrimonial personnalisé, notamment au travers de la méthode Sapiens, et également d'investir leur argent dans des fonds d'investissement qui sont triés sur le volet. Ces fonds, ils sont ultra exclusifs et pourtant ils sont accessibles dès 100 000 euros. C'est justement en faisant ce travail de sélection des fonds d'investissement qu'on a réalisé à quel point, derrière tous les chiffres qu'on pouvait analyser, il y avait aussi des histoires passionnantes à raconter. Alors j'espère que ça vous passionnera autant que moi et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Colombin. Gilles qui est partenaire et Head of Investor Relations pour Charterhouse depuis 8 ans il me semble. Merci d'être avec nous. Tout à fait, Gilles, aujourd'hui tu vas nous parler de Charterhouse, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Bonjour Aurore, bonjour à tous. Donc je suis Gilles Colombin, j'ai rejoint Charterhouse il y a 8 ans comme partenaire, donc associé. Je m'occupe des relations avec les investisseurs. Avant ça, j'ai fait 25 ans de M&A. Donc pour tous ceux qui débutent une carrière dans les M&A, on peut survivre à 25 ans de M&A. Et j'ai rejoint Charterhouse, qui était un de mes principaux clients en fait, un des clients auxquels j'étais le plus attaché et vice-versa, puisqu'ils m'ont proposé de venir. Donc voilà, avant ça, j'ai commencé comme prof de fac, donc un peu atypique Ah oui comme début de carrière. Dans quel domaine ? Dans le seul truc que je sais faire, malheureusement, ce qu'on appelait les sciences de gestion à l'époque, au Canada, en revanche. Ok, énorme. Et t'enseignes plus du tout maintenant ? Alors j'aimerais bien, je me suis toujours promis de réenseigner, mais à part quelques tout petits séminaires, j'ai jamais eu le temps. Ça fait une bonne piste pour se renouveler entre deux deals, génial. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Charterhouse ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds d'investissement un peu, mais un peu plus en Tout détail. à fait. Alors Charterhouse, c'est un fonds d'investissement de buyout. Donc le buyout, c'est un peu dans le private equity. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le venture, donc ces sociétés qui gagnent pas d'argent encore, qui sont en train de naître. Le development capital, donc des sociétés qui grossissent et qui commencent à générer du cash, et le buyout où il y a beaucoup de génération de cash, et donc pendant très longtemps, ce cash est utilisé pour mettre de la dette, d'où LBO, leverage buyout. Donc nous, on est en buyout. Comme tout le monde, on a mis beaucoup de dettes à peu près jusqu'à la crise financière. Après, on a tous compris que la dette, ça donnait du levier dans les deux sens. Donc maintenant, on en met tous beaucoup moins. Nous, on est à peu près à 3-4 fois de net debt to EBITDA en moyenne. Et sinon, voilà, on fait du buy-out purement en Europe. Il y a eu un moment où on était allé aux États-Unis, parce qu'on est un des plus vieux fonds, on est en train de lever le fonds 12. Donc, on a eu une croissance avec le reste du marché. Et puis, à 10 ans, quand on a eu un changement de leadership, en fait, en interne, Lionel, qui est dans la maison depuis plus de 30 ans, en est devenu le patron. Il a réorienté sur seulement l'Europe, 2 secteurs, un type de deal très particulier, et le mid-cap surtout, puisqu'on était plutôt vers le large-cap, il y a 15 ans. Et on pense, et on en est toujours convaincu encore plus que jamais, qu'il y a beaucoup plus d'alpha, ce qu'on appelle, en retour sur investissement. Donc de potentiel de valeur, de création de valeur opérationnelle dans le mid-cap que dans le large-cap, et puis beaucoup plus d'options de sortie, ainsi de suite. Donc les retours sont meilleurs en mid-cap qu'en large-cap, ça je pense qu'il n'y a pas besoin de le démontrer, les chiffres le démontrent. Donc ça fait 10 ans qu'on fait plus que du mid-cap. D'accord. Et pour toi, le fait de se recentrer sur le mid-cap, c'est plutôt structurel, parce que tu penses qu'effectivement, cet alpha, il existe, il a un potentiel... il a un potentiel plus fort là, en soi, ou c'est plutôt conjoncturel ? C'est en ce moment que c'est plus intéressant de le Non, faire. c'est structurel. En fait, je pense que le private equity, il a évolué où il y a 20-30 ans, c'était des fonds qui faisaient leur valeur beaucoup à l'achat, qui achetaient bien des grands corporates, qui vendaient des divisions qu'ils connaissaient mal, ou des gouvernements, ainsi de suite. Après, il y a eu une phase où il y avait beaucoup de dettes qui étaient mises, il y avait les high yield bonds, il y avait tout ça, il y avait des niveaux de dette importants, on parle d'il y a 20 ans à peu près. Et puis,
post-GFC, enfin post-crise de 2008, je pense que tout le monde a réalisé qu'en fait, la façon la plus certaine de créer de la valeur, c'était opérationnellement. Et il est évident que sur du mid-cap, il y a plus à faire parce qu'il y a beaucoup moins de choses qui ont été faites. Nous, on intervient dans des sociétés qui sont habituellement encore détenues par des familles, avec des fondateurs qui sont encore aux manettes, qui sont très ambitieux et qui s'aperçoivent que pour aller au niveau supérieur, que ce soit faire du gros M&A, aller à l'international, ils sont pas forcément suffisamment bien équipés, tant en personne qu'en système et en tout un peu. Et donc c'est là où on essaye toujours d'être choisi par ces gens-là sur le plan de création de valeur opérationnelle qu'on aura établi ensemble avant d'acheter. Donc c'est pour ça, et là c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans le mid-cap et que dans le mid-cap en réalité. Alors peut-être qu'on peut définir quand même le mid-cap, c'est quoi comme taille de société Oui, exactement? tout à fait. Alors le mid-cap, pour nous, en gros, on intervient sur des sociétés où l'EBITDA va être entre, on va dire, 10 et 40 à peu près, donc des tailles en valeur d'entreprise entre 100 et quelques millions et 600 millions à peu près. On est dans ces zones-là. Donc ça peut paraître large cap. Le large cap, c'est plus d'1 milliard quand même. Donc Alors attends, je profite que je vais donner une occasion d'enseigner aujourd'hui. voilà, J'ai une autre exactement. question, parce que j'aimerais bien qu'on l'explique pour nos auditeurs. C'est quoi le lien que tu fais entre cette EBITDA de 40, parce que c'est pas Ouais. fort, et la valorisation? Ah, très facile. Donc, très bonne question. Alors, le principal élément de valorisation sur lequel on échange, hein, c'est pas du tout évidemment le seul élément de valorisation, mais le plus courant, c'est un multiple qui s'appelle EV to EBITDA. Donc, l'EV sur l'EBE, en gros, un excédent plus des transactions. L'EV, c'est la valeur d'entreprise, c'est le V. La valeur d'entreprise, c'est la dette plus l'equity. Nous, par exemple, on achète nos sociétés en moyenne à 11-12 fois EV to EBITDA. Donc 11-12 fois EV to EBITDA, si on dit qu'on achète une société qui fait 20 millions d'EBITDA, ben, on va payer entre 220 et 240 millions d'EV. Comme là-dessus, on va mettre, on va dire 4 fois d'EBITDA, ben, on va avoir à peu près 7 fois, 8 fois d'equity, donc qui sera donc la valeur d'equity de départ, D'accord. sur laquelle on essaye de faire au moins 2 fois et demi, Au puisque moins 2 c'est fois et demi, notre... oui. Ça, c'est voilà, votre target. exactement. Ok. Donc c'est pas 2 fois et demi sur la valeur d'entreprise, c'est sur l'equity qu'on aura mis au départ. Ok, très clair. Merci pour ces explications. Donc, tu me disais que vous êtes recentré avec Charterhouse sur cette stratégie, plutôt orientée mid-cap, que c'était plutôt structurel. J'avais quand même envie de t'entendre, justement, on a commencé à l'évoquer un peu sur le contexte actuel de l'investissement, alors plutôt avec ton regard et la stratégie que vous avez adoptée, mais tu vois, tu parlais, tu vois, des comportements qu'il y avait eu avant la crise des subprimes, comment ça avait pu évoluer après. Aujourd'hui, le marché, il est comment, à ton sens? En quoi est-ce que... En fait, ça va être un cours, hein. Ouais, J'aurais dû lui dire c'est que j'avais ça. été brave. Donc, non, mais Bah, tu m'as dit que t'aimerais bien, hein, je t'ai posé la question. tu as raison, tu as raison. Fallait dire non. C'est intéressant parce que ça explique aussi, à mon avis, comment choisir un fonds aujourd'hui. De voir comment les fonds se sont comportés dans le passé permettent d'anticiper comment ils vont se comporter dans le futur. Parce qu'évidemment, le gros inconvénient du private equity, c'est qu'on est obligé de regarder loin devant parce qu'on met son argent at work pendant longtemps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, donc je passe la crise financière, hein, où il y a eu de la turbulence, on va dire, de 2009, parce que c'est pas arrivé très 2010 même, c'est pas arrivé très tôt, la crise de 2008. Pendant longtemps, dans le private equity, on a cru résister à la Oui, crise, t'as un peu à la plus crise de résilience, financière. en fait, du private equity Beaucoup plus de par rapport au résilience, donc marché. ça arrive tard derrière. En revanche, bah, ça dure assez longtemps, hein, parce que on est sur des processus très longs. Donc en fait, 2010-2015, un peu gestion de la crise financière. À partir de 2015, là, on est sur des belles années où la crise financière est derrière, les gens se sont réorganisés. Pour beaucoup, comme nous, on a doublé la taille de l'équipe, par exemple, hein, sur Entre cette période 2015 2015. et... Alors 2015 à Ouais, maintenant. d'accord. Donc fin de période de crise, là, les gens se réorganisent, créent des grosses équipes opérationnelles pour justement travailler plus le côté opérationnel. On a ensuite la baisse des taux d'intérêt. Donc la baisse des taux d'intérêt, elle a eu un effet assez malheureux, on va dire, sur le private equity, parce que comme les grands investisseurs, les LP, les gros fonds de pension, avaient besoin d'aller chercher du yield, du rendement, bah, ils allaient mettre de plus en plus d'argent dans le private market. Et le private market, il y a 10 ans,
C'était le private equity, hein, et venture, mais il n'y avait pas encore vraiment de private credit, il y avait un peu d'infrastructure, mais il y avait quand même le secondaire était beaucoup, beaucoup plus petit par rapport à aujourd'hui. Hein. Donc c'était surtout private equity. Donc il y a eu énormément d'argent qui cherchait un peu un refuge dans le private equity. Il y a eu pas mal de fonds. Nous, on s'en est vraiment abstenus de ça, se sont dit, bah, très bien, puisqu'on veut me donner de l'argent, je vais le prendre. Donc, ça va me permettre d'augmenter mes tailles de fonds, donc d'augmenter ma poche de fees. Et puis, comme il y a beaucoup, beaucoup d'argent, bah, je vais revenir sur le marché encore plus souvent. Donc, je vais déployer encore plus vite des fonds encore plus gros. Donc, bah, forcément, quand on achète plus, les prix montent. Hein. Ça, c'est quand même la base de l'économie. Donc, du coup, on a eu une inflation des prix qui était surtout 2017, 18, 19 et jusqu'au Covid 20, où là, on a vu les EV to EBITDA franchement augmenter d'à peu près 2-3 tours à sociétés identiques. Inflation créée par trop de capital, hein, ce qu'on appelait du dry powder, trop de dry powder. T'as des fonds qui ont particulièrement bien tiré le épingle du jeu, parce que tu vois, il y a ceux qui ont acheté en fin de cette période et du coup qui ont eu peut-être le bec dans l'eau, mais ceux qui ont acheté au début. Alors en vrai, ils écoute, se il sont faut fait acheter des- tout le temps. Ok. Non, mais il faut pas essayer de jouer le cycle parce que le cycle, on ne comprend qu'après. Donc, il faut essayer, en revanche, de ne pas s'emballer et de ne pas, certaines années, déployer beaucoup plus. Alors, surtout pas ne pas jouer un cycle. Et quand on voit, comme là, il y a beaucoup d'argent, tous ceux qui ont déployé des fonds en 2-3 ans au lieu du 4-5 ans habituel et qui doublaient la Parce que taille c'était du plus fonds. facile de le Parce faire. que, voilà. Et puis surtout parce que les LP leur disaient mais moi je veux déployer, je veux déployer. Donc ils leur permettaient de doubler la taille de fonds et de le faire encore plus vite. Là, pour cela, pas tous, hein, mais pour beaucoup, ils ont acheté trop cher et ils ont des portefeuilles qui aujourd'hui ne leur permettent pas d'avoir un bon DPI, donc ça ne leur permet pas de vendre correctement parce que les valorisations ne sont pas très bonnes. Mais Si on ne peut ça, pas vendre en ouais. private equity, c'est comme dans tout, c'est parce qu'on a une valeur dans le book Oui. qui est trop supérieure, qui est trop forte à la valeur de marché. Et ça, en fait, les comptes, on les fait seulement maintenant. Parce que si c'est des fonds qui ont commencé en 2015, Oui, on est en tout à fait. 2025, Ouais, c'est ouais. aujourd'hui que ça devient, parce qu'ils sont engagés sur 10 Bah, ça ans fait max. 3 ans qu'il n'y a pas de DPI, hein, en Ouais. gros, et ces 3 ans sans DPI, il y a d'abord eu un premier élément qui était, alors là, totalement conjoncturel, on est en 22, le marché de la dette est fermé, et le marché du M&A est fermé à cause du marché de la dette qui est fermé. Donc là, pas de deal, pas tellement à cause des valos, pas de deal parce que le marché est bloqué. 21-22. Hein. Et après, on a le problème où les valorisations dans les books sont trop importantes parce que les gens ont acheté trop cher, n'ont pas pu exécuter le plan de création de valeur autant qu'ils auraient aimé. Oui. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas pu créer la valeur attendue. Bah, surtout avec le Covid qui est arrivé derrière, en fait. Voilà, Ouais. exactement. Et donc ça, plus une compression de multiples, parce que cette inflation a fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se traitait à... L'inflation, elle a surtout touché le haut du panier, c'est-à-dire que les sociétés à forte croissance. Donc des sociétés qui étaient sur des double digits, sur des croissances à plus de 10%, et qui se valorisaient à plus de 13, 14, 15 fois, qui sont montées à 17, 18, 19 fois. Et aujourd'hui, elles sont redescendues à du 13, 14, 15 fois. Donc cette compression de multiples, plus un EBITDA qui n'a pas monté autant, fait que la valeur d'aujourd'hui dans le book, on ne peut pas l'obtenir dans le marché, donc les gens ne vendent pas. Donc ça, c'est cette période, pour revenir un petit peu, donc période 17 à 20, inflation à cause des taux d'intérêt où il y avait trop d'argent dans le private equity. Après, on a eu une deuxième période qui était plutôt en 21-22, juste avant que le marché se ferme, où là, ça traitait sur des EBITDA inflatés par le rattrapage Covid. Et C'est c'est ce très que tu difficile. appelles le bull market, ça. Alors, le bull market, pour moi, le vrai bull market, c'était 17, 18, 19. D'accord. Là Ouais, où toi, on tu était le dans sais un comme ça. marché où les fonds augmentaient de taille, le déploiement était de plus en plus rapide, et les EV to EBITDA, les multiples d'entrée montaient. Ok. Nous, on sait vraiment, et on n'est pas les seuls, hein, mais ça a été une tendance de marché. Et après, à côté de la tendance de marché, il y a eu quelques fonds qui sont plutôt les fonds, on va dire, anciens, qui ont vu passer plusieurs cycles, qui se sont dit, il y a les grands fonds américains. Moi, je me souviens à la grande conférence à Berlin, il y en avait un qui disait, nous, on a toujours déployé le même montant tous les ans. Et c'est effectivement pas se faire avoir par des éléments conjoncturels qui puissent laisser penser que tout à coup le métier devient facile. Donc il y a quand même pas mal de fonds comme nous où on a déployé de façon très prudente, très constante, à des prix constants,
Donc ça nécessitait de dire non très souvent à l'IC. C'était un petit peu dur parce qu'on avait des équipes d'investissement qui voyaient leurs copains dans d'autres fonds qui faisaient des deals à ce prix-là. Des gens qui arrivaient qui disaient mais non, mais le vôtre 12 fois les l'EBITDA, maintenant c'est 14 et le 14 est le nouveau 12. Non, c'est juste ça, très conjoncturel. Mais donc, nous, on était très disciplinés, très stricts. On arrêtait, on ne faisait pas ces deals-là, et c'est frustrant. Mais t'as pas un effet inverse, justement, tu vois, parce que globalement, le rapport de force, il est en la faveur des vendeurs ou des fondateurs. Ouais. Eux, leur intérêt, c'est d'aller chercher le meilleur C'est une très bonne EBITDA. question. Tu vois, donc finalement, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté des meilleurs deals parce que vous ne vouliez pas suivre cette tendance-là? Alors, ça dépend. Un meilleur deal, c'est quoi? Un meilleur deal, c'est un deal où on peut créer le plus de valeur. Le deal où on peut créer le plus de valeur, c'est pas forcément le deal sur une société qui croit le plus à l'entrée. Nous, comme on aime dire, we don't buy growth, we build growth. Et on buy cash. Nous, on aime la génération de cash pour utiliser ce cash pour construire la croissance par de nouveaux projets organiques, par du M&A, par de l'internationalisation. Ça, ce sont les meilleurs deals quand on crée la croissance. Ces meilleurs deals, souvent, ils viennent de fondateurs et de sociétés qui ont construit une super boîte, mais qui n'arrivent pas à passer à l'étage supérieur. Et s'associer avec eux, ça prend du temps. Nous, le sourcing d'un deal, c'est plutôt 2 ans. Expliquer ce qu'on peut faire ensemble, écrire ensemble le plan de création de valeur, se mettre d'accord sur ce plan de création de valeur, travailler ensemble dans le futur. Nous, en moyenne, le réinvestissement par ces fondateurs, il est de 80%, ce qui est 2 fois la moyenne du marché. En moyenne, le fondateur a encore 35% à nos côtés. Donc en moyenne, d'un deal, c'est 65% de Charteris, 35% fondateur. Donc c'est un vrai partenariat. Ça, ce sont les meilleurs deals. Ce n'est pas le deal qui va partir à un moment à 20 fois les l'EBITDA parce qu'il croit à 15%. Puis demain, s'il arrête de croire à 15%, c'est une cata parce qu'il ne vendra plus à 20 fois. C'est plutôt un deal qu'on va acheter à 11-12 fois, qui croit à 7-8%, qui a une marge d'EBITDA très confortable, on va dire 25-30%, une conversion en cash à 80%, ça c'est très important, sur lequel on va mettre 3-4 fois de levier. Donc on a beaucoup de cash qui est disponible, on n'utilise pas tout le cash pour rembourser de la dette, et donc ce cash disponible, puisqu'il n'est pas utilisé sur du levier financier, il est utilisé sur du levier opérationnel, donc on peut investir dans les systèmes, dans les process, dans les équipes. Une fois qu'on a ce qu'on appelle professionnalisé, on peut aller faire du M&A et internationaliser, qui sont vraiment, pour nous, les 3 étapes de création de valeur opérationnelle. Okay. Et quand tu parles d'internationaliser, c'est toujours en Europe, puisque vous avez un... Oui, nous, c'est plutôt en Europe. Même dans des cadres d'internationalisation. Alors on aura toujours un petit peu. Souvent, un scénario qu'on retrouve, c'est sur des sociétés, parce qu'on est très pan-européen, on est le plus pan-européen des acteurs, parce que ça fait plus de 50 ans qu'on est en France, par exemple. On est en France depuis 72. Quand en 82, la FIC se crée, ce qui est devenu France Invest aujourd'hui, il y avait 4 membres fondateurs, dont Charteris, donc on était vraiment déjà hyper... Pour la petite histoire, c'est 1934, je crois, la création de Charteris. Oui, exactement, c'est par la Banque d'Angleterre. Bientôt, ça fait 90 ans, bientôt 100 ans. Vous allez faire la fête pour les 100 ans. Alors c'est vrai qu'on commence à en parler. On était en roadshow la semaine dernière, on en parlait à plusieurs heures. Mais donc... Alors pour revenir à ce point-là, où j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, Attends, du coup, moi aussi, je te avec votre 1934. sur les 100 ans, là. Heureusement qu'il y en a une qui suit. Exactement. Merci Minel. Minel qui est en backstage dans tous nos épisodes. C'est la première fois qu'on entend sa voix. Oui, donc vous avez du cash, vous pouvez réinvestir dans les équipes, dans les systèmes. Exactement. Et donc c'est comme ça qu'on est choisi par ces fondateurs et que nous on choisit ces sociétés. Et c'est pour nous ce que l'on aime faire. On n'est pas du tout. Alors encore une fois, il y a des gens qui font très bien en se concentrant sur des sociétés avec des taux de croissance au-delà de 10%, 10, 15, 20%, dans la tech par exemple, ou même dans d'autres secteurs. Chacun son DNA. Nous, on a un DNA qui est un peu plus entrepreneurial. On aime beaucoup travailler aux côtés d'entrepreneurs pour les aider à accomplir ce
qu'ils ont très clairement en tête. Hein. Nous, ce qu'on aime beaucoup, si on aime bien cette association 35-65, c'est parce que nous, on estime qu'on est bon à exécuter un plan de croissance. On a les équipes pour ça. Il faut changer les systèmes, mettre SAP. C'est un cauchemar pour l'entreprise. Nous, dans l'équipe, on a quelqu'un qui fait ça. Voilà. Donc, il va être le chef de projet là-dessus. Il va recruter des consultants, mettre en place tout ça. Tout ce qui est mettre un CRM, tout ça, on sait faire. Recruter, en moyenne, on double ce qu'on appelle le C-suite, donc on va dire le comité exécutif. Parce que on a un bon accès aux chasseurs de tête. C'est quelque chose qu'on fait, c'est vraiment quotidien. Donc ça, on aime bien faire ça, mais on aime bien le faire en gardant la vision du fondateur. D'accord. Parce que sinon, il y a toujours le risque qu'on aille dans la croissance pour la croissance et qu'on ait construit un animal qui ne marche plus correctement. Ouais. Un fondateur, il a quand même une vision qu'on ne peut pas avoir à sa place. Hein. C'est quelque chose qu'il a... Il y a eu une genèse, ensuite il y a eu la construction. Donc nos plus belles histoires, c'est vraiment des histoires où c'est un partenariat qui marche super bien avec le... Et la plupart sont tous des copains hein, après ça, parce qu'à un moment, on est bien obligé de vendre. Hein. Et la plupart investissent dans nos fonds, la plupart... nous, ce qu'on fait, à la première rencontre avec un nouveau... prospect, on va dire, une nouvelle société, c'est de donner la liste des téléphones portables de tous ces gens-là pour qu'ils disent, discuter avec eux pour voir comment on travaille. Ouais. On parlait tout à l'heure d'Olivier Duhat qui est venu sur le podcast, je me permets d'en parler. Et c'est marrant ce que tu dis parce que tu es venu sur le podcast et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à l'écouter s'ils ne l'ont pas écouté parce que c'est passionnant. Et il a beaucoup parlé de la culture d'entreprise et ça rejoint beaucoup ce que tu dis, tu vois, de dire finalement, tu vois, le fondateur il porte aussi ça, il porte la culture d'entreprise et c'est en ça que c'est important, je trouve, de le garder parce que c'est ça aussi qui va permettre de ne pas dénaturer la dynamique, la vision de la boîte et c'est super Sinon important. c'est trop facile, on a beaucoup de capital, on a beaucoup d'équipes, on utilise des consultants en permanence. On peut faire de la croissance pour de la croissance. Mais à la fin, si on veut vraiment avoir une entreprise qui va s'installer, il faut qu'elle ait grossi en gardant une vision. Ouais. La culture d'entreprise, là, si vous allez sur notre site, vous verrez un de nos dernières acquisitions, c'est Estia, qui est donc dans la fire detection, dans la détection du risque d'incendie, la gestion du risque d'incendie. Et donc, à chaque fois qu'on achète une société, le fondateur fait une petite interview qu'on met sur notre site web, ainsi de suite. Et c'est vraiment ça. Je trouve qu'il le décrit bien, qu'il a choisi Charters parce qu'on comprenait bien la culture de son entreprise. Et il est très ambitieux. On allait l'aider dans cette ambition, mais en préservant l'entreprise. Et je pense que c'est... je dis pas c'est ce qui différencie Charters, parce que ça voudrait dire que les autres ne le font pas, ils le font pas bien, alors que franchement, tout le monde fait très bien. C'est pour ça que c'est difficile de choisir un fonds en private equity. Hein. Mais nous, ça a toujours été vraiment important dans l'ADN de Charters. Ok, c'est un point que je trouve vraiment intéressant. Merci de l'avoir souligné. Sur Charterhouse, il y a aussi des secteurs que vous privilégiez, je pense qu'on n'en a pas parlé. Là, c'est simple, hein, c'est quand on a redéfini notre stratégie d'investissement, hein, quand Lionel est devenu le patron en 2015. Il y a deux choses. D'abord, pour pouvoir être relevant, donc pour pouvoir être pertinent. Pertinent, voilà, je vais chercher le terme, pardon. Tu viens de Londres, quand même. Pour pouvoir être pertinent auprès de ce fondateur, quand on va le voir, lui expliquer, on a déjà investi, voilà ce qu'on voudrait faire ensemble. Il faut l'avoir déjà fait. Le private equity, c'est quand même ce qu'on dit en anglais repeatability. C'est on peut être meilleur qu'une entreprise qui n'est pas détenue par le private equity, essentiellement parce qu'on l'a déjà fait. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est parce qu'on l'a déjà fait. Donc, pour avoir déjà fait, il faut mieux que ce soit dans le plus comparable possible. Donc, le côté généraliste qui était le private equity il y a 20-30 ans, et on était généraliste, donc... voilà, c'est un peu mieux si on n'est pas trop généraliste et qu'on se concentre sur des champs d'activité, des domaines de compétences un peu plus réduits. Donc ça, c'est le premier constat, de dire, bon, dans ce cas, si on réduit un petit peu notre champ d'intervention, vers où on va aller ? Ensuite, nous, ce qu'on s'est dit à l'époque, alors il faut se souvenir, on sort de la crise financière, on s'aperçoit que la dette, c'est quand même assez risqué.
Donc on ne veut pas aller vers des niveaux de 6-7 fois de dette comme on le faisait tous à cette époque. Donc on se dit on va essayer quand même d'aller vers des secteurs où il y a un peu moins de capex. Donc ça nécessite, parce que financer des capex par de l'equity c'est un peu cher, hein. Donc du coup on est obligé de financer par de la dette. Donc voilà, donc on va vers des secteurs qui sont asset light. Après on essaye de réduire la corrélation à la macro, au GDP, au PIB. Pourquoi ? Parce qu'on ne contrôle pas la macro. Donc du coup, si on s'aperçoit tous que ce qui est le plus corrélé à la macro, c'est ce qui est le plus discrétionnaire dans l'acte d'achat. Donc la consommation discrétionnaire, donc tout ce qui est consumer et ce qui est retail va être un peu plus corrélé. Si on est sur du service à haute valeur ajoutée aux entreprises, souvent, quel que soit l'environnement économique, ça bouge moins vite. Voire ça ne bouge pas ou ça bouge même dans un sens contre-cyclique. Parce qu'on a besoin de services, à haute valeur ajoutée quand les temps sont difficiles. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, service, c'est clair, c'est un secteur sur lequel on était toujours très fort parce qu'on est quand même anglais, hein, ça fait un siècle qu'on fait ça, comme tu le rappelais. Et il ne faut pas oublier que l'Angleterre, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont plus tellement d'industrie. Donc du coup, on évoluait essentiellement dans ce qu'on appelle le business services. Donc on s'est dit, voilà, ça c'est un champ qu'on connaît par cœur, on va se concentrer là-dessus. Ensuite, le healthcare, ça fait une quinzaine d'années que je crois à peu près tous les fonds, on n'a pas été les seuls aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des secteurs d'investissement les plus courants en private equity. Hein. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est bien aperçu qu'il y avait une incapacité des États à investir suffisamment dans des services dont la demande grossissait à cause du vieillissement de la population. Donc, c'est un peu ce qu'on trouve aussi dans l'éducation. Hein. On fait un peu d'éducation nous aussi, pour la même raison. L'État n'est pas capable d'investir autant qu'il le faudrait par rapport à la demande, parce que cette demande ne fait que croître, parce qu'il y a de moins en moins d'emplois ouvriers manufacturiers. On est de plus en plus vers quand même du qualifié. Et donc, pour être qualifié, il faut faire des études et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance les programmes. Donc ça, c'est pour l'éducation. Mais pour la santé, c'est vraiment évident. Donc on a commencé... Alors, nous, on a plutôt eu tendance à se concentrer sur la pharmacie, que ce soit les produits ou les services. Donc les services, c'est ce qu'on appelle CDMO ou CRO. Donc ça, c'est l'outsourcing, soit de la recherche, soit de la production et du développement. Donc toujours avec beaucoup d'IP, donc de droits de propriété intellectuelle. À chaque fois, je fais la traduction. Parce que bon, c'est comme ça, c'est une barrière à l'entrée. Hein, donc on ne va pas aller faire quelque chose, il n'y a pas de droits de propriété intellectuelle. Mais ça, donc, en termes de services, ça, on aime bien. Et puis dans les produits, on a tout fait. On a fait de l'OTC avec la Copper, on a fait des génériques avec, en Italie, une société qui a très bien marché dans les génériques, qui fait tout le sud de l'Europe. On a fait les laboratoires serbes. Donc là, on est sur l'emergency care et les rare diseases, donc des médicaments qui sont plutôt vendus aux hôpitaux, aux États. Donc, un Copper, on vend en pharmacie. Un Serbe, on vend plutôt hôpitaux, État. On fait aussi du cosmétique. On a Skin Tech, par exemple, où là, c'est des injectables, des produits cosmétiques vendus à des salons, hein, pas vendus directement. D'accord. Donc voilà, pour ces secteurs. Pour des raisons donc, de résilience, de faible corrélation à la macro et de faible besoin de financement qui nécessiterait trop de dettes. Ok, merci beaucoup pour cette explication. J'ai été long sur ça. Non, mais c'était passionnant, donc merci. Tu disais tout à l'heure que tu avais certains de des fondateurs avec qui vous aviez investi, qui devenaient des investisseurs. Oui. Alors, je voulais te poser la question. Je ne peux pas donner leur nom, bien sûr. Non, je mais pour des montants très importants. Mais c'est justement, qui sont vos investisseurs ? Donc, j'imagine qu'il y a des particuliers, enfin, des entrepreneurs qui ont vendu des entreprises. Il y a quoi d'autre comme... Alors, il y a effectivement, je vais commencer par ce que tu viens de dire. Nous, tout ce réseau d'anciens fondateurs, entrepreneurs d'entreprises avec lesquels on a travaillé, on adore parce que ça permet d'abord de perdurer le lien, hein, qui est quand même assez sympa. Et puis, c'est des gens, en plus, pour certains, on va continuer la relation en les faisant intervenir sur certains dossiers pour des due deals, leur demander s'ils veulent co-investir en tant qu'investisseurs, parce que
ça grossit l'écosystème. Quand nous, on essaye de faire des deals sans aller en enchère. Et c'est 95% de nos deals. Donc pour ça veut dire qu'on est obligé de nourrir notre écosystème très très fortement. Et ça se passe par ça, par construire ce réseau. Donc tout ce qui est ces fondateurs, ces family office, qui soient, pour beaucoup, en fait, dans ce qu'on a, ils sont issus de fondateurs. Alors peut-être pas la première génération, ça peut être génération plus tard, mais qui sont encore dans le business. Ça, on aime beaucoup. Alors, en montant, c'est pas forcément énorme, parce que sur les fonds levés, en nombre, c'est pas mal. En nombre, c'est pas mal. Après, en montant, évidemment, les plus gros, c'est les fonds de pension et les fonds de fonds. Donc nous, on a une particularité en Europe, c'est qu'on est le fonds européen mid-cap qui est le plus exposé internationalement. Parce que comme on lève le fonds 12, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a quand même très longtemps, il y a très longtemps, c'était surtout aux États-Unis que les gens investissaient en private equity. Donc on a beaucoup d'investisseurs nord-américains, par exemple. Donc on a plein de grands pension funds américains depuis très longtemps. On a donc les fonds de fonds, qui sont des gens qui vont donc construire des programmes qui vont revendre. Puis après, on a des sociétés d'assurance. On a encore quelques banques plutôt européennes. Là, aux États-Unis, les banques n'investissent plus en private equity, sauf en faisant eux-mêmes des véhicules. Mais ça, c'est le côté banque privée. Mais en bilan, en Europe, les bilans investissent encore en private equity. On a ensuite, alors aux États-Unis, ce qu'on appelle des endowments, en Angleterre aussi. Donc ça, c'est des fonds très long terme derrière des universités ou derrière des charités. Voilà. Donc voilà. Ok, très clair. Merci pour ça. Je voulais que tu prennes le temps peut-être de détailler un petit peu plus une histoire peut-être de votre meilleure, ou en tout cas une participation qui t'a particulièrement marqué avec Charterhouse. Alors, j'en ai parlé là tout à l'heure quand je décrivais Laboratoire Serbe. Laboratoire Serbe, c'est une super histoire. C'est une super histoire parce que c'est une société détenue par une famille à 100%. Elle fait une vingtaine de millions d'EBITDA. Le fondateur cherche à s'associer avec quelqu'un pour un projet de croissance ambitieux. Nous choisit sur du 51-49. Et là, ensemble, on travaille vraiment à professionnaliser sur les systèmes, sur les équipes, ainsi de suite. Aller sur du M&A de plus en plus gros, du M&A à l'international, du M&A, même comme il y avait une question tout à l'heure sur Europe. Alors, on fait quelquefois un peu d'Europe, souvent en achetant des sociétés britanniques qui, par définition, auront un meilleur accès au marché américain. Là, pour Serbe, par exemple, on achète BTG, qui s'appelle British Technology Group, et qui a un très bon accès au marché américain, ce qui était détenu par Boston Scientific. Donc voilà, une longue histoire avec Jérémy, et la société, l'EBITDA, a été multipliée par 10. Donc c'est vraiment une superbe histoire, et continue. Maintenant, c'est dans ce secteur de l'emergency care rare disease, c'est vraisemblablement le plus gros indépendant aujourd'hui. Okay. Alors qu'on est parti d'une société d'une vingtaine de millions, donc qui était. Mais, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un fit parfait entre les équipes, le fondateur, nos équipes, vraiment une vision très 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 forte, une extraordinaire vision du fondateur. Et puis nous, derrière, à grossir, à permettre de mettre en place. On a mis une grosse équipe de M&A en place, donc on grossit beaucoup par M&A, bien sûr, pour arriver à ces tailles-là. Donc ça, c'est une histoire qui coche toutes les cases de ce qu'on aime bien, une entrée où on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire ensemble, et tout s'exécute. En fait, c'est rare de faire 10 fois les bidas, donc là, c'est pour ça que c'est particulier. Mais c'est vraiment parce que d'abord, c'est un secteur remarquable, et puis tout s'est très bien passé. Et tout se passe encore très bien. Trop bien. Tant mieux, bravo. À contrario, est-ce qu'il y a peut-être eu plutôt une erreur que tu as commise, ou un regret que tu accepterais de partager avec nous je peux parler de... Quand on regarde Charterhouse, il faut regarder les fonds 10 et fonds 11, parce que c'est vraiment les deux fonds qui sont sous la stratégie actuelle. Les fonds d'avant, c'était sur une stratégie plutôt large cap, et avec une équipe un peu différente, parce que c'était sous Gordon Bonnyman, et on a eu un peu un événement de succession, où avec Gordon, une partie de l'équipe qui
qui était proche de son âge, est parti à la retraite en même temps. Donc ça fait 10 ans qu'on est sur la même équipe, la même stratégie, tout. Donc si on regarde les fonds 10 et 11, c'est 21 actifs en total sur ces 2 fonds. On a la particularité qui est hyper importante aujourd'hui, à mon avis, c'est de ne pas avoir de loss. On en a une petite, c'est-à-dire qu'on a Tarsus qui est à 93% du cost et qui restera parce qu'on a vendu. Donc c'est pas ce qu'on voudrait faire. Mais Tarsus, c'est une société qui fait des comment on appelle ça, des foires. Hein, des salons d'exposition. Des fers. On avait très très bien marché avec Comexposium en France, qu'on avait fait avec la Chambre de commerce de Paris, où on avait fait, je sais plus, 30% de TRI, un truc comme ça. Et donc, quand on vend, on se dit, bingo, on recommence. On a la recette, on commence, bien sûr. Donc, on sort de la bourse de Londres une société qui est remarquable, hein, vraiment super, qui est Tarsus. Qui est très international, qui fait des shows comme le Dubai Air Show, par exemple, comme des shows un peu de partout. Et bien, bonne chance, on l'achète juste avant le Covid, moins de 6 mois avant le Covid. Donc, l'EBITDA qui était de 50-60 passe à 0 en moins de 6 mois. Donc là, ça chahute quand même un petit peu. Par chance, on avait un seul prêteur avec qui on a pu s'asseoir et vraiment construire un plan qui permettait à la société de passer à travers ce passage difficile du Covid pour ces sociétés où on ne pouvait plus rien faire, il n'y avait plus de salon. Et on l'a revendu à la sortie du Covid au leader européen du secteur, Informa, une société cotée à Londres, et qui avait bien vu qu'on avait fait tout ce qu'il fallait faire pendant la période. On a continué à investir beaucoup dans la société. On a même fait des acquisitions. D'accord. Les acquisitions faites pendant le Covid, on a retourné 2,5 fois la mise. Bah oui, pour le coup, il y avait plein d'autres sociétés en grande difficulté, j'imagine. C'était une bonne... Donc ça s'est très bien passé. On a donc eu un prix qui, à l'époque, était extraordinaire. C'était plus de 50 fois l'EBITDA passé. Évidemment, c'est des gens, comme ce sont des industriels, qui regardaient le futur et donc qui ont acheté un multiple futur tout à fait normal. Mais ça nous a ramené au cost, enfin à 93% du cost, qui était déjà, quand on part de 0 et qu'on a à peu près été à 0 pendant toute la durée, c'est superbe. Mais nous, on veut faire 2,5 fois. Oui, bien sûr. Mais, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas plutôt choisi de le garder un peu plus longtemps en pariant sur la reprise ? Le problème, c'est quand vous avez une période comme ça de Covid, où la dette ne fait que monter en réalité. Parce que comment on a pu passer cette période, c'est que pour ne pas avoir à payer d'intérêt, on a fait piquer les intérêts. Alors, piquer les intérêts, ça veut dire qu'on transforme en pay in kind. Donc, on Voilà, donc on le capitalise. D'accord. Voilà. Mais donc, du coup, nous aussi, on a dû rajouter une ligne. D'accord. De pay in donc, kind. ça vous coûtait de l'argent, en fait, de les garder. Du coup, on avait trop de leviers. Oui, d'accord. Et il y a un moment où nous, on n'est pas à l'aise à prendre des risques avec des leviers trop importants. Alors, il se trouve que la société a fait super bien. Informa, je regardais le cours de l'action d'Informa, parce qu'on a été payé en partie en actions, mais on a préféré ne pas prendre trop de risques d'actions. Donc, on vendait dès qu'on pouvait, ou dès qu'on pouvait se hedger, on le faisait. Mais la société, le cours explose, parce que c'est un super secteur, il n'y a pas de doute. Si ce n'est que quand on traverse une crise comme celle-là, c'est comme d'autres secteurs qui ont été touchés. Hein. Donc voilà, ça c'est super société, mais pas la perf qu'on aurait aimé. D'accord, ok, bah, c'est très intéressant. Mais c'est là où c'est important de regarder quel est le taux de loss, qu'on appelle le taux de perte, pour 2 raisons. Parce que vous avez beau avoir un très beau portefeuille, si vous avez quelques pertes, ça va impacter trop fortement la performance. Mais c'est surtout, à mon avis, que ça va impacter trop performance, la disponibilité de l'équipe à travailler sur le portefeuille. Quand vous avez une société qui va mal, avant qu'elle touche 0, ou qu'elle soit une grosse perte, elle met un bon bout de temps où ça va mal. Hein. Et pendant ce bon bout de temps, vous avez tout le top management du fonds qui pense qu'à ça. Ouais, c'est ça. S'il pense qu'à ça, il ne pense pas à autre chose. Ouais. Donc, c'est très important de regarder la qualité du portefeuille, parce que c'est disproportionné la consommation de bande passante que crée des actifs à problème. D'accord, oui. C'est intéressant de voir les choses comme ça, effectivement. Ouais, merci de le souligner. Et toi, dans tout ça, comment est-ce que tu te projettes par rapport à Charterhouse ? Parce que ça fait un bout de temps que tu fais la même chose. Franchement, qu'est-ce qui te plaît toujours ? Comment est-ce que tu te projettes dans les années à venir ? On a beaucoup de chance aujourd'hui, parce qu'on a été hyper discipliné pendant 10 ans. Donc on a un super portefeuille, des super performances.
Donc on a une équipe qui est franchement très heureuse. Donc travailler dans un environnement comme ça permet d'être encore plus en osmose avec des entrepreneurs ambitieux. Donc c'est sympa. Donc on veut juste continuer à faire la même chose et ne rien changer. On ne veut pas changer les tailles de fonds, on ne veut pas changer notre façon de faire, on ne veut pas changer les secteurs. On veut vraiment, nous on est persuadés qu'il y a des fonds qui pensent qu'il faut grossir les AUM, il faut faire plein de stratégies différentes. Ils ont certainement raison par rapport à eux, pas par rapport à nous. Nous, on est convaincus il faut qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire et le faire de mieux en mieux. Nous, on pense que c'est tout à fait possible de toujours retourner 2,5 fois l'argent. Je parle en brut, donc ça fait du 2-3 en net à peu près. Si on suit ces règles assez basiques, on fait 2-3 deals par an sur des sociétés sur lesquelles on a passé beaucoup de temps, donc on a pu se convaincre du potentiel de création de valeur, on a pu l'écrire ensemble avec le fondateur, et on a des équipes assez importantes, on a une équipe assez importante pour pouvoir sourcer et puis aussi donc exécuter le plan de création de valeur. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas 2 fois et demi. Si on ne met pas trop de dettes, il n'y a aucune raison qu'on perde un actif. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait des losses. Et ça, nous, ça nous satisfait. Top. Je précise quand même qu'il y a des risques de perte en capital dans le private equity. Donc private equity, oui, comme on parle de multiples, on parle de performances, je préfère que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout à fait raison. Évidemment, un risque de perte même totale si on regarde et sur partielle une longue en durée, le capital. private equity est une classe d'actifs extraordinaire. Tout à fait. Quand on voit comment elle a traversé la crise financière, c'est incroyable. Il n'y a quasiment pas eu de fonds qui n'ont pas retourné l'argent. C'est une belle classe d'actifs. Le problème de la classe d'actifs, on sait tous, il faut pouvoir avoir de l'argent qu'on peut immobiliser pendant un temps certain. C'est ça. Ouais. Et dernière question, j'aimerais bien que tu nous donnes 3 critères à analyser pour reconnaître un bon fonds selon toi. Tu veux que je fasse ton job, là, en fait. Qu'est-ce que je vais te donner comme 3 critères ? Je vais te donner comme 3 critères... Le DPI, je crois d'abord aujourd'hui, alors on en parle beaucoup et c'est bien qu'on en parle beaucoup parce que c'était oublié le DPI pendant longtemps, on parlait que du TRI. Et le TRI, on oublie que c'est souvent un TRI papier en private equity parce que souvent la valorisation elle est faite par le GP tout le temps. Et tant qu'on n'a pas vendu, quand on a vendu tout le fonds, c'est un vrai TRI. Tant qu'on n'a pas vendu, c'est un TRI papier. Donc c'est un peu dangereux parce qu'il y avait des TRI qui étaient très inflatés. Parce que quand les gens achetaient à des prix trop élevés, ils étaient convaincus que ça allait continuer à monter. Donc leur valorisation était en ce sens. Et quand c'est pas vrai, on est face à la réalité. Quand on a un bon DPI, donc le DPI c'est le Distribution to Paid-in Capital en anglais, un DPI, qui est la distribution sur le capital appelé. Donc c'est le ratio entre ce qui a été retourné par rapport à ce qui a été appelé. Quand on a un bon DPI, ça veut dire qu'on vend bien, normalement. Et donc ça veut dire qu'on achète bien et qu'on fait sa création de valeur bien. Si on ne vend pas, c'est soit parce que le marché est arrêté... Tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de gain, en fait. Voilà, exactement. Et si quelqu'un a un fonds qui a un mauvais DPI, c'est un fonds qui ne vend pas comme prévu. Et encore une fois, soit c'est parce qu'on est par un phénomène de crise financière où le marché s'arrête pendant 12 mois. C'est rare qu'il s'arrête pendant plus de 12 mois. Donc ça, c'est vraiment très, très, très conjoncturel. Soit c'est structurel, c'est-à-dire qu'on a un book, donc un portefeuille, qui est mal valorisé, qui n'est pas valorisé là où est le marché aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que soit il a été acheté trop cher dans un autre environnement, soit la création de valeur ne s'est pas faite comme prévu. En tout cas, c'est qu'on n'a pas fait son travail correctement. Si on a un bon DPI, c'est qu'on fait son travail correctement, c'est-à-dire qu'on achète comme il faut, on crée la valeur comme il faut, et on a toujours un gap important entre la valorisation de son book et le prix du marché. Nous, en moyenne, ce gap, il est plutôt à 25-30%, ce qu'on appelle l'uplift à la vente, donc l'écart, il est toujours au moins à ça. Ce qui permet de toujours vendre, quel que soit l'environnement de marché, puisqu'on a une valorisation qui est juste. J'ai même quelqu'un me disait l'autre jour que le fonds 10 et 11 traitait au-dessus de la NAV, au-dessus donc de notre valorisation sur le marché secondaire. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment juste. Et ça, c'est important, parce qu'un fonds qui ne vend pas, ça démontre d'abord
que dans le passé, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et puis, ça lui fait accumuler des actifs. Et il y a un moment, il y a un problème de bande passante. Oui, c'est ça, il faut continuer à les gérer, en fait. Tu vas les gérer, donc on peut pas et gérer des actifs et racheter de nouveaux actifs pour le fonds d'après. Donc, quand on choisit un fonds pour le futur, faut choisir un fonds où l'équipe a du temps. Nous, il n'y a pas un actif qui a plus de 4 ans. Donc, on vend régulièrement. Donc, on n'a pas d'actifs qui nous restent sur les pattes, comme ça. Donc, ça, c'est important. Un fonds qui a des actifs qui ont 6, 7, 8 ans, ça prend du temps. Ouais. Donc, ça, c'est le premier critère, à mon avis. Je dirais que le deuxième critère, c'est la discipline, quelle que soit la stratégie d'investissement. Il y en a qui peuvent avoir une stratégie, comme je disais, d'investir dans ces sociétés qui croient plus fortement, donc qui sont plus chères, ou des gens qui vont mettre plus de dettes, comme dans l'infrastructure, peu importe. Il n'y a pas de stratégie d'investissement meilleure que les autres. Mais il faut être très discipliné sur l'exécution de sa stratégie et ne pas en changer. Ce qui est important en private equity, c'est répéter ce qu'on sait faire. Donc vraiment s'assurer qu'il y a de la constance dans l'exécution. Alors pas sur 30 ans, hein, on s'en fiche, sur 30 ans, les équipes sont plus là. Sur 10 ans. Oui. Parce que 10 ans, ça veut dire que c'est des gens qui ont généré le track record. Et il faut s'assurer que l'équipe soit assez jeune pour générer encore 10 ans. Parce que si on est en bout de course, voilà. Donc ça, et donc après l'équipe, là je parlais d'équipe, je pense que c'est le troisième. L'équipe, il faut s'assurer que l'équipe sera là, que l'équipe est soudée, sera là. Là, c'est assez facile, hein, le private equity, au moins, on est simple comme genre, c'est-à-dire qu'on est avant tout des financiers, on est avant tout intéressé au carried interest, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est pas les management fees, ça paie pour les coûts. Donc, un fonds qui risque de ne pas faire de carry, parce qu'on a un hurdle, on doit rendre 8% minimum, là, c'est très dangereux, parce que là, c'est les équipes qui partiront pour aller ailleurs. Donc, il faut essayer d'anticiper, c'est très difficile. Oui, parce que l'information, elle est accessible. Elle n'existe pas. La seule façon de l'anticiper, c'est de regarder le portefeuille et d'abord essayer de faire une valorisation contradictoire, d'essayer de se dire est-ce que c'est bien valorisé ou pas. Et en fonction de la durée de détention, ne pas se faire avoir par « je vais faire 2 fois ». Parce que le money multiple, c'est très bien. Nous, on veut faire 2 fois et demi. Vraiment, pour nous, et on va tous dire ça. On va tous avoir un objectif. Pas forcément 2 fois et demi. Il y en a beaucoup qui se contentent de 2 fois en large cap. On ne peut pas vraiment faire plus de 2 fois. Mais après, il faut regarder en combien de temps, parce que c'est ça. Et donc là, la notion de TRI, dans laquelle intervient le temps. Donc, pour quelqu'un qui regarde un fonds, c'est pour ça qu'il faut mieux passer par des équipes spécialisées sur l'analyse des fonds, qui vont regarder si effectivement quelle est la durée de détention des actifs les uns après les autres, dans combien de temps vraisemblablement ils pourront être vendus, quel sera donc à ce moment-là a priori le TRI de l'actif, le TRI du fonds, est-ce qu'il battra les 8% ou pas. Dès qu'il y a un risque, il ne faut surtout pas prendre ce risque, parce que là on l'a vu après la crise financière où il y a eu toute une génération de fonds qui n'ont pas eu de carry à cause de la crise financière, là c'est des gros chamboulements dans les équipes, donc il faut plutôt privilégier, faut pas oublier qu'on investit dans le futur, donc c'est très bien d'être backward looking comme on dit, de regarder en arrière les performances, c'est un minimum, il faut qu'on ait une dizaine d'années de bonnes performances, de stratégies qu'on comprend, ainsi de suite, mais il faut s'assurer qu'on va avoir une dizaine d'années de belles performances. Et ça passe par les équipes et leur motivation. Et exactement. À la fin, c'est vraiment un métier de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble pour aider ces entrepreneurs à grossir au niveau où on peut emmener ces sociétés. Ok, très clair. On va rester sur ce mot-là. Merci pour terminer. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. C'était passionnant. C'était un plaisir. C'était un exercice qui était un peu impressionnant au départ. Mais tu t'en es très bien sorti. Parce que je ne l'ai jamais fait, mais c'était très agréable. Merci, Robin. Génial, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.